Il y a des contrats qui changent une vie. Celui-là allait changer une galaxie. Un pilote sans foi ni loi. Une princesse guerrière avec un empire sur les épaules. Et entre eux, la loi la plus impitoyable de l'univers, aimer quelqu'un que tout interdit d'aimer. Dans un vaisseau rafistolé qui tient par miracle, pourchassé par une armada entière, ils vont devoir choisir entre la survie et la vérité, entre le devoir et le désir, entre rentrer sage, ou braver les lois de la physique et de l'Empire pour quelque chose qui n'a pas de prix dans aucun registre galactique. Ce qui commence comme un contrat juteux va se terminer aux frontières de l'impossible. Bienvenue à bord du Nebula Rogue. Attachez-vous. L'horizon des événements. Chapitre 1 La cargaison. Le tripot spatial de Méridian 7 sentait le carburant synthétique, la sueur froide et les mauvaises décisions. Jax Calloway aimait ça. Ici, personne ne posait de questions. Ici, les crédits changeaient de main sans laisser de traces dans les registres de l'Empire. Il inclina son verre de nébulagine, une mixture ambrée qui brûlait comme une rentrée atmosphérique, et parcourut du regard les hommes attablés autour de lui. Des contrebandiers, des mercenaires, quelques agents du conseil en civil qui se croyaient discrets avec leurs imperméables trop propres. Jax les repéra en moins de 10 secondes. Ce don de lecture des silences lui avait sauvé la vie plus souvent qu'il ne savait compter. Calloway. La voix venait de derrière lui. Basse, précise, sans chaleur. Jax ne se retourna pas immédiatement. Il finit son verre, reposa le gobelet avec une lenteur délibérée, puis pivota sur son tabouret. L'homme qui se tenait là mesurait 2 mètres pour l'équivalent d'un mur de béton en termes de carrure. Il portait l'uniforme civil des intermédiaires, des négociants qui travaillaient pour tout le monde et n'appartenaient à personne. Un tatou discret courait le long de sa gorge, le symbole de la maison Xylo. 3 étoiles encerclées d'une couronne de plasma. Jax haussa un sourcil. Je vous écoute. Nous avons un contrat pour vous. J'ai des contrats plein les poches, répondit Jax en tapotant sa veste de cuir spatial, usée au coude et brillante aux épaules. Convainquez-moi. L'homme posa une tablette holographique sur le comptoir. Les chiffres apparurent. Jax cligna des yeux une seule fois, et ce fut sa seule concession à la stupeur. 50 000 crédits galactiques. De quoi payer le Nebula Rogue pour les 10 prochaines années, rembourser ses dettes auprès du clan Drevac, et peut-être même s'offrir un vrai repas chaud de temps en temps. Cargaison diplomatique, précisa l'homme. Discrète. Au-delà de la bordure extérieure, secteur Vega 9. Pas de questions. Pas d'escale dans les zones sous surveillance impériale. Et si les croiseurs m'interceptent? Ils ne le feront pas. La livraison est attendue avant la conjonction lunaire de Xylo, dans 4 cycles solaires. Jax croisa les bras. 50 000 maintenant, 50 à la livraison. L'homme hésita une fraction de seconde, suffisamment pour que Jax sache qu'il avait visé juste. Convenu. Le Nebula Rogue était, selon les termes techniques, un vaisseau de classe Faucon libre, modèle Mk4, produit il y a 22 ans dans les chantiers de Proxima Ceinture. Selon les termes de Jax, c'était son chez lui, son seul bien, et l'amour de sa vie dans cet ordre variable selon les jours. Selon les termes de quiconque le voyait pour la première fois, c'était une épave. La coque avait été rapiécée tellement de fois que les plaques métalliques racontaient une biographie à elles seules, ici, une sortie d'astéroïde à grande vitesse. Là, une rencontre malheureuse avec un canon de croiseur impérial. Et tout au fond, ce rivet brillant sur le flanc tribord, souvenir d'une nuit romantique qui avait mal tourné dans le port d'Altaïr. Les moteurs ronronnaient comme un vieux chat galactique, alternant entre un grondement satisfait et un sifflement inquiétant que Jax avait appris à ignorer depuis des années. Il chargea le caisson de cryostase dans la soute principale sans l'ouvrir. Le contrat était clair sur ce point, ne pas ouvrir avant la livraison. Jax n'était pas du genre curieux. Il était du genre pragmatique. La cargaison pouvait être un sénateur en fuite, une relique archéologique, ou une arme biologique. Tant que les crédits étaient là, ces questions restaient silencieuses. La première alerte lui parvint 2 cycles plus tard, alors qu'il naviguait en vitesse subluminique à travers la nébuleuse de Karen. Un signal d'urgence impériale discret,
codé, mais lisible pour quiconque possédait le bon décodeur, ce que Jax possédait naturellement. Avis de recherche prioritaire. Sujet, désigner colis Omega. Récompense, 200 000 crédits galactiques. Mort ou vif. Contactez directement l'amiral Drev, commandant de l'armada impériale Xylo. 200 000 crédits. 4 fois sa prime. Jax s'arrêta devant la porte de la soute. Ne pas ouvrir avant la livraison. Il ouvrit. La lumière bleue de la cryostase se répandit dans la soute sombre comme une aurore boréale. Le brouillard de condensation s'évanouit lentement, révélant d'abord une silhouette, puis des contours, puis une présence. Elle était grande, presque aussi grande que lui. Sa peau avait cette luminescence troublante des choses nées dans l'espace, comme si des poussières d'étoiles habitaient sous la surface, pulsant doucement à chaque respiration, projetant autour d'elle une lumière qui n'appartenait à aucun spectre connu. Ses cheveux, d'un blanc absolu, cascadaient autour de ses épaules avec la densité d'une nébuleuse au repos. Ses lèvres, d'un violet clair, esquissaient même dans l'inconscience une expression de détermination absolue. Et ses yeux, quand ils s'ouvrirent, 2 ambres profonds, liquides et dorés comme du soleil filtré à travers du miel ancien, le regardèrent avec la précision froide d'un système de visée. Sa première parole fut « Qui êtes-vous » Puis en parcourant les alentours. « Et pourquoi votre vaisseau sent-il l'huile de moteur et le désespoir » Jax Calloway, qui avait tenu tête à des pirates interstellaires, bluffé des douaniers impériaux et négocié avec des seigneurs criminels qui collectionnaient les crânes de leurs débiteurs, Jax Calloway resta sans voix pendant exactement 3 secondes. « Je suis votre pilote », finit-il par dire. Inadmissible. KY-7 aurait dû être aux commandes. KY-7 a eu un accident regrettable, répondit Jax prudemment, sans préciser que l'accident en question s'appelait une offre d'argent suffisamment grande pour disparaître. Elle se leva du caisson avec la grâce fluide d'un prédateur, et Jax réalisa qu'elle portait une armure légère de combat xylosienne, sans aucun doute, avec ses inscriptions runiques gravées dans un alliage qu'il ne reconnaissait pas. Ses mains trouvèrent instinctivement les 2 courtes lames fixées à ses hanches. Votre nom. Jax Calloway. Pilote indépendant, propriétaire du Nebula Rogue, à votre service pour les 4 prochains cycles. Calloway, dit-elle en articulant chaque syllabe comme si elle testait la solidité du mot. Je suis Vorak Saliri, première héritière de l'Empire Xylo, gardienne du sceau des étoiles et commandante de la garde impériale. Vous comprendrez que mes standards en matière de transport sont. Il y a 200 000 crédits sur votre tête, l'interrompit-il. Silence. Et une armada impériale qui écoute toutes les fréquences de ce secteur depuis probablement 1 heure, continua-t-il. Alors vous pouvez finir votre liste de titres, ou on peut décider ensemble si on préfère rester en vie. Les yeux ambres le fixèrent avec une intensité qui évoquait moins la chaleur que la combustion. Aux commandes, dit-elle finalement. Chapitre 2 Friction. Le Nebula Rogue avait 2 postes de pilotage, un réfectoire de la taille d'un placard, 2 cabines et une salle de bain commune que Jax avait toujours occupée seul. Cette dernière réalité allait devenir une source de tension géopolitique immédiate. Votre cabine est celle de droite, dit Jax en jetant un regard par-dessus son épaule pendant qu'il calculait la trajectoire d'évasion. La serrure est cassée depuis Altaïr. Je n'ai pas eu le temps de la réparer. Vous habitez dans cet état ? Je vis dans cet état. Nuance. Les choses qui ont simplement un état sont inanimées. Elle s'arrêta dans le couloir principal et regarda autour d'elle avec une expression qui oscillait entre le dégoût clinique et une sorte de fascination horrifiée. Les câbles couraient le long des parois comme des lianes spatiales. Des hologrammes de navigation clignotaient irrégulièrement au plafond. Sur le tableau de bord de navigation, une tasse de nébula froid collait à la surface depuis ce qui semblait être plusieurs jours. C'est une poubelle volante. Elle vole, c'est l'essentiel. Elle tient ensemble avec quoi ? De la bonne volonté et des prières ? Principalement de la bonne volonté, admit Jax. Installez-vous. Je dois nous sortir de la zone de balayage impérial avant qu'il. L'alarme retentit. 3 points rouges apparurent sur le radar.
Des croiseurs de classe Sphinx, le modèle favori de l'armada xylosienne pour les opérations de récupération de haute valeur. Rapides, bien armés, et pilotés par des équipages qui avaient pour instruction de poser des questions après avoir tiré. « Attachez-vous, dit Jax. Je n'ai pas besoin. » Il enclencha les propulseurs d'urgence. Le Nebula Rogue bondit vers l'avant avec l'enthousiasme désorganisé d'un animal réveillé en sursaut. Vora, qui n'était définitivement pas attaché, percuta le cadre de porte métallique avec une élégance inexistante. Jax entendit un juron en xylosien. Il ne connaissait pas la langue, mais le ton était universel. « J'avais dit de vous attacher », répéta-t-il sans se retourner. La réponse fut le bruit de bottes militaires frappant le sol métallique avec une précision punitive, puis Vora qui s'installait dans le siège copilote, son siège de navigation de secours, qu'il utilisait pour poser ses vêtements avec la raideur d'une statue qui aurait décidé de participer à la guerre. « Que faites-vous » dit-il. « Je prends le contrôle de la navigation secondaire. Votre route actuelle vous mènera droit dans leur couloir de tir bâbord dans 40 secondes. » « Je sais. » « Alors pourquoi ? » ?»« Parce que je vais virer à droite à la dernière seconde, passer sous leur ventre, et utiliser leur propre champ magnétique pour accélérer vers le saut hyperspatial. C'est ce qu'on appelle une fronde gravitationnelle improvisée. » Silence. Puis. « Ce n'est pas dans les manuels de tactique. »« Non, » confirma Jax avec un sourire qu'elle ne pouvait pas voir. « C'est dans les miens. » Il fit exactement ce qu'il avait annoncé. 40 secondes plus tard, alors que les canons des croiseurs cherchaient encore leur cible dans le vide, le Nebula Rogue disparaissait dans le tunnel éblouissant du saut hyperspatial. Dans le silence relatif qui suivit le ronronnement des moteurs en vitesse supraluminique, la lumière bleue des étoiles étirées autour d'eux, Jax se permit de souffler. Vora regardait l'hyperespace par le hublot. La lumière des étoiles distordues se réfléchissait dans ses yeux ambres, les transformant en quelque chose d'ancien, de cosmique. Les filaments dorés sous sa peau semblaient s'animer légèrement, comme en réponse à la beauté du phénomène. Il détourna le regard. Rapidement. « Nous sortirons du saut dans 6 heures, dit-il. Je vous conseille de dormir. Je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Moi non plus, d'habitude. Mais vous venez de sortir de cryostase, et votre corps a besoin de temps pour. Je connais ma physiologie mieux que vous, Calloway. » Bien sûr, dit-il. Excusez-moi d'avoir osé exprimer de l'inquiétude pour la marchandise. Il regretta le mot immédiatement. Pas par sentiment du moins, c'est ce qu'il se dit, mais parce que c'était tactiquement stupide. On n'insulte pas quelqu'un qui porte de l'âme et visiblement sait s'en servir. Elle se leva sans répondre. Ses pas dans le couloir étaient mesurés, contrôlés. La porte de sa cabine se ferma avec une douceur qui était, paradoxalement, plus menaçante que si elle l'avait claquée. Jax resta seul avec l'hyperespace et ses propres mauvaises pensées. Chapitre 3 K9. La planète K9 n'était pas une planète de rêve. C'était une planète de nécessité, le genre d'endroit où on s'arrête quand on n'a pas le choix, où les règles s'arrêtent aux portes de l'astroport et où l'atmosphère respirait, mais à contre-cœur. Ils avaient besoin de carburant. Le détour pour échapper aux croiseurs avait consommé leurs réserves plus vite que prévu, et l'astroport de K9 était le seul point de ravitaillement à portée de saut. Jax l'avait annoncé à Vora avec la désinvolture d'un homme annonçant un léger changement de menu. Elle avait regardé les données de l'endroit sur sa tablette holographique avec l'expression de quelqu'un qui lisait un rapport sur une catastrophe naturelle. « C'est une zone de non-droit, dit-elle. »« C'est un endroit pragmatique, » corrigea Jax. « Le taux de criminalité est de élevé, oui. C'est pour ça qu'on y sera anonyme. Les croiseurs impériaux ne cherchent pas dans les égouts, Votre Altesse. » Elle n'aimait pas ce surnom dans sa bouche. Il le voyait à la façon dont sa mâchoire se contractait imperceptiblement. Il continua donc à l'utiliser, naturellement. K9 les accueillit avec une pluie acide légère et le bruit permanent d'une musique industrielle qui semblait provenir de partout et de nulle part à la fois. L'astroport était un chaos organisé de marchands,
de pilotes en escale, de robots de maintenance à moitié en panne et de créatures de toutes espèces qui avaient en commun de regarder les inconnus avec un mélange d'évaluation et d'appétit. Jax avait changé de veste, une moins usée, celle avec le faux insigne des commerçants libres. Il avait proposé à Vora un manteau de camouflage sombre, lequel avait été reçu avec le genre d'enthousiasme qu'on réserve généralement aux mauvaises nouvelles. « Je ne me déguise pas », avait-elle dit. « Vous avez une peau qui brille dans le noir et des yeux couleur de soleil. Sur K9, vous allez vous démarquer légèrement. » Un silence. « Donnez-moi le manteau. » Elle le porta avec l'attitude de quelqu'un qui fait une concession diplomatique majeure. Le tripot s'appelait la dernière étoile. Jax connaissait le propriétaire, un Grénien à 4 bras nommé Torx qui devait se souvenir de lui avec un mélange d'affection et de méfiance, les deux sentiments étant parfaitement justifiés. La transaction de carburant se ferait ici, discrètement, en marge des registres officiels. Ils s'installèrent dans un box en retrait. Vora s'assit avec le dos au mur, réflexe militaire, il le nota et balaya la salle de ce regard calme et meurtrier qui lui semblait être son expression au repos. « Il y a un xylosien au comptoir, dit-elle à voix basse. Jax ne tourna pas la tête. Deuxième tabouret à droite. Il m'a repéré quand on est entré. Vous avez vu ça? Je vois tout dans une pièce en moins de 5 secondes. C'est mon travail. Le mien aussi, dit-il. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose de bref, de presque imperceptible, une reconnaissance mutuelle entre deux personnes qui savent lire le danger. Torx arriva avec 2 gobelets de quelque chose qui prétendait être de la bière, et les données de transaction holographiques. Jax commença à négocier avec cet art du bavardage apparemment décontracté qui était en réalité une tactique commerciale précise. C'est alors que le xylosien se leva. Il n'était pas seul, 3 silhouettes émergèrent des ombres avec la synchronisation entraînée de gens qui font ça pour vivre. Des chasseurs de primes, probablement, recrutés localement par l'armada pour ratisser les zones de non-droit que les croiseurs ne pouvaient pas atteindre officiellement. L'héritière Vorak Saliri, dit le xylosien d'une voix qui portait dans la salle malgré le bruit ambiant. Au nom de l'amiral Drev, vous êtes en état d'arrestation. Le mot arrestation tomba comme une pierre dans une mare. La musique industrielle continua une seconde de trop puis quelqu'un coupa le son. La salle se figea dans ce silence particulier que Jax connaissait bien, le silence d'une foule qui calcule ses chances et décide de ne pas en avoir. Les tabourets raclèrent le sol. Les tables se vidèrent. En 10 secondes, les 3/4 des clients de la dernière étoile avaient trouvé des raisons urgentes d'être ailleurs derrière le comptoir, dans les toilettes, sous les banquettes. Torx, le propriétaire grénien, fit disparaître ses 4 bras sous le comptoir avec la vitesse d'un homme qui a survécu à trop d'incidents pour s'y impliquer. Il resta les chasseurs. Et Vora. Et Jax, qui prit exactement 1 seconde pour évaluer la situation, 4 chasseurs en formation en 2001, positionnés pour bloquer toutes les issues visibles. Armés 2 pistolets à plasma, un fusil de répression, et le xylosien qui commandait avec une matraque électrique à la ceinture. Entraînés, d'après leur façon de tenir l'espace. Pas des amateurs. Vora se leva. Ce qui se passa ensuite prit environ 30 secondes et restera gravé dans la mémoire de Jax Calloway comme l'une des choses les plus impressionnantes et les plus inquiétantes qu'il ait jamais vues. Elle ne sortit pas ses lames immédiatement. C'était ça, le premier détail qui le frappa. Une femme moins entraînée aurait dégainé par réflexe. Vora, elle, lut la salle en une fraction de seconde, les angles, les distances, les intentions avec la vitesse de calcul d'un processeur de navigation militaire. Elle se déplaça d'abord. Une glissade latérale, fluide comme du mercure, qui mit la table en bois massif entre elle et le chasseur le plus proche avant même que celui-ci ait fini d'ouvrir la bouche. Pas un bond spectaculaire, une simple translation de poids, 1 pas et demi, économique jusqu'à l'indécence. Quand le premier tira un éclair de plasma bleu qui brûla l'air là où elle se tenait une demi-seconde plus tôt, elle n'y était déjà plus. Elle utilisait la table comme appui. Sa main droite frappa son rebord, la fit pivoter sur un pied avec suffisamment de force pour qu'elle percute le flanc du tireur, qui trébucha en arrière dans les jambes de son collègue.
2 chasseurs dans les jambes l'un de l'autre, le temps que les autres ajustent leur position. Elle avait acheté 3 secondes avec un meuble. Puis elle dégaina. Les 2 courtes lames quittèrent leur fourreau en un mouvement simultané, et la lumière pâle du tripot se refléta sur un alliage xylosien qui, Jax le nota, avait des bords impossiblement fins. Elle se tourna vers le 3e chasseur le plus grand, qui portait le fusil de répression avec une posture basse, le poids sur l'avant des pieds, les lames tenues dans un angle qu'il ne reconnut pas mais dont la géométrie lui parut remarquablement menaçante. Le chasseur hésita. 1 seconde. C'était 1 seconde de trop face à quelqu'un qui avait passé sa vie à ne jamais hésiter. Vora couvrit la distance entre eux en 2 foulées et désarma le fusil avec une clé articulaire au poignet que Jax ne sut jamais reproduire mentalement, aussi souvent qu'il essaya. Le fusil alla sur le carrelage crasseux. Son coude suivit dans la mâchoire du chasseur avec un bruit sourd et définitif. Il s'effondra. Mais les 2 premiers s'étaient relevés. Et derrière eux, Jax vit ce que Vora ne voyait pas encore depuis son angle. 2 clients du fond de la salle se levaient. Pas des fuyards. Des opportunistes. 2 borduriens avec cette façon caractéristique de regarder une situation comme un calcul de rentabilité, 200 000 crédits de récompense, une femme déjà engagée sur 2 fronts. Leur regard à eux 2 se croisa une fraction de seconde. Une information passée sans un mot. Maintenant on improvise, dit Jax. Il renversa la table la plus proche d'un coup d'épaule, un plateau de métal brut, lourd, qui ripa sur le sol avec un fracas qui fit reculer instinctivement le premier chasseur relevé. Dans le même élan, sa main trouva le gobelet de Torx sur le comptoir, fabriqué en alliage grénien, lourd comme une enclume miniature, conçu pour résister aux bagarres de bar parce que les bagarres de bar sur K9 étaient une donnée architecturale. Il le lança en ligne droite, sans s'arrêter, avec ce geste précis du poignet qu'on n'acquiert qu'après avoir beaucoup lancé des choses dans des endroits malfamés. Il percuta la tempe du second chasseur avec un son creux et satisfaisant. L'homme mit un genou à terre. Le premier bordurien opportuniste arrivait par la gauche. Jax pivota, encaissa une droite à l'épaule, douleur sèche, il l'ignora et répondit avec le genou dans les côtes, puis le coude dans la nuque quand il se plia. Pas élégant. Efficace. À sa droite, Vora avait neutralisé le 4e chasseur en moins de 5 secondes, une séquence qu'il entrevit du coin de l'œil, lame courte qui désarme sans blesser, retournement d'un bras, chute contrôlée. Le xylosien qui commandait, lui, avait sorti sa matraque électrique et la brandissait dans sa direction avec la prudence de quelqu'un qui commence à regretter son choix de carrière. Vora s'arrêta devant lui. 2 lames nues, un regard ambre qui ne sciait pas. « Je n'ai tué personne ce soir, dit-elle posément. Je préférerais que ça reste ainsi. » L'homme regarda ses collègues au sol. Fit le calcul. Posa la matraque. Le second bordurien opportuniste, qui observait tout ça depuis 3 mètres, décida silencieusement que 200 000 crédits ne valaient pas ce qu'ils valaient, et se rassit à sa table. Jax attrapa le bras de Vora. « Par là. Je n'ai pas besoin. » La cuisine, coupa-t-il. Sortie de service à l'arrière. Je connais cet établissement, pas vous. Par là. Elle le suivit. Non pas parce qu'elle n'avait pas le choix, mais il le vit dans ses yeux une fraction de seconde parce qu'elle évalua la situation et décida que c'était tactiquement raisonnable. Cette distinction, pour une raison qu'il ne comprit pas tout de suite, lui sembla importante. Ils traversèrent la cuisine en renversant tout ce qui pouvait l'être, sortirent dans l'allée arrière nauséabonde de K9, et coururent. La pluie acide avait redoublé. Elle tombait en filaments lumineux sur la peau de Vora, qui luisait légèrement dans l'obscurité de l'allée, ces fameux filaments dorés, réagissant peut-être à l'adrénaline, à la chimie xylosienne, à quelque chose que Jax ne comprenait pas et qui lui coupait momentanément le souffle. Elle était magnifique dans l'obscurité et la pluie, et cette pensée était parfaitement inopportune. « Votre vaisseau, dit-elle, légèrement essoufflé. 3e dock à gauche. 6 minutes. 5. Ils y arrivèrent en 4 minutes et demie. Chapitre 4 Le temps de l'hyperespace. Dans le saut suivant, 16 heures vers le secteur Sinus pour éviter les patrouilles, quelque chose changea imperceptiblement dans l'atmosphère du Nebula Rogue.
Jax trouva Vora dans la salle des machines 2 heures après le départ. Elle avait retiré son manteau et retroussé les manches de son armure légère. Devant elle, le panneau de contrôle du moteur de manœuvre bâbord, démonté avec une précision chirurgicale, ses composants alignés sur la surface de travail avec une rigueur que Jax n'avait jamais appliquée à quoi que ce soit dans ce vaisseau. « Qu'est-ce que vous faites » dit-il depuis l'encadrement de la porte. « Je répare votre moteur de manœuvre. » Il présentait une variance de poussée de 12% depuis probablement 2 cycles. C'est ce qui a causé la légère dérive à droite que j'ai notée lors de l'évasion. J'avais compensé. Je sais. C'est pour ça que vous êtes encore en vie. Mais vous n'auriez pas dû avoir à compenser. Un pilote ne devrait pas passer son énergie cognitive à corriger des défaillances mécaniques prévisibles. Il resta dans l'encadrement, les bras croisés, et la regarda travailler. Ses mains étaient rapides et précises, les mêmes mains qui avaient manipulé des armes quelques heures plus tôt, maintenant occupées à des ajustements mécaniques d'une délicatesse que beaucoup de mécaniciens professionnels auraient envié. Où avez-vous appris la mécanique spatiale ? L'Empire xyloforme ses héritiers à tout, dit-elle sans lever les yeux. Protocole diplomatique, stratégie militaire, physique des vaisseaux, linguistique des 12 espèces majeures, arts martiaux de combat rapprochés. L'ignorance est considérée comme une faiblesse de gouvernance. Ça a l'air épuisant. Ça l'est. La réponse était trop courte, trop nette, pour ne pas contenir quelque chose de plus grand. Il la laissa travailler en silence pendant un moment. Vous fuyez ce mariage, dit-il finalement. Ses mains s'arrêtèrent. Une fraction de seconde, imperceptible si on ne regardait pas. Je gère la situation, dit-elle. En vous faisant envoyer par cryostase au-delà de la bordure extérieure. Ça ressemble à de la fuite, de ma perspective. Elle leva les yeux. Cette fois, le regard ambre n'était pas celui d'un système de visée. C'était autre chose, plus profond, plus nu, et d'autant plus dangereux. Le général Krex n'est pas simplement un tyran, dit-elle. C'est une machine de guerre avec un empire à alimenter. Son alliance avec Xylo n'est pas un mariage politique. C'est une annexion habillée en os. Il veut nos routes commerciales, notre technologie de propulsion et notre légitimité dynastique. En échange, il offre une protection contre des menaces qu'il a lui-même créées. Et votre père accepte ça. Mon père est mourant. Et les conseillers qui l'entourent ont leurs propres intérêts. Elle reprit ses outils, les yeux à nouveau sur le moteur. Je ne fuis pas. Je cherche un allié suffisamment puissant et suffisamment hors de portée de l'Empire pour rendre le mariage impossible sans déclencher une guerre ouverte. Et vous en avez trouvé un ? C'est ce que je vais découvrir à Vega 9. Il hocha la tête lentement. Pour ce que ça vaut, dit-il, l'improvisation à K9 vous avez bien réagi. Elle ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, ce fut sans lever les yeux, mais avec quelque chose dans la voix qui ressemblait, de très loin, à de l'humour. Pour ce que ça vaut, Calloway, votre trajectoire sous le ventre des croiseurs était remarquablement stupide. Et remarquablement efficace. Ce soir-là, si ce soir avait un sens dans l'hyperespace, ils mangèrent ensemble dans le réfectoire. Jax avait des rations de survie et une recette improvisée qui impliquait un réchauffeur de plasma et des épices achetées sur Méridian 7. Vora mangea avec le silence de quelqu'un qui suspend son jugement. C'est acceptable, dit-elle finalement. Merci, dit-il. Je transmettrai vos compliments au chef. Vous êtes le chef. Exactement. Elle leva les yeux. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait sortie de cryostase, quelque chose traversa son visage qui ressemblait à un sourire. Pas grand, presque rien. Mais là. Jax se découvrit à penser à ce presque rien pendant les 4 heures suivantes. Chapitre 5 Gravité. La station de Carrefour Daily était neutre territorialement parlant, ce qui voulait dire que l'Empire Xylo n'y avait pas de juridiction officielle, mais que ça n'avait jamais empêché ses agents d'y opérer. Ils s'y arrêtèrent pour une escale de 12 heures, officiellement pour des réparations. Le moteur de manœuvre que Vora avait réparé avait révélé un second problème dans le système de refroidissement. C'est dans un café suspendu au-dessus des docks, à travers un hublot panoramique sur le vide étoilé,
qu'ils eurent leur première vraie conversation. Elle avait retiré l'armure pour la première fois, remplacée par des vêtements simples empruntés dans les réserves du vaisseau, trop grands pour elle, ce qui créait une dissonance étrange entre la femme qu'elle était et la guerrière qu'il avait connue jusqu'ici. Les filaments dorés de sa peau pulsaient doucement dans la lumière tamisée du café, et ses cheveux blancs étaient noués simplement derrière sa nuque. Elle était plus difficile à regarder comme ça. Pas parce qu'elle était moins impressionnante, précisément le contraire. « Racontez-moi Xylo, dit Jax. Elle sembla surprise par la question. « Pourquoi ? Parce que je pilote vers les confins de la galaxie pour quelqu'un dont je ne sais rien. Et parce qu'on va passer encore 50 heures ensemble, et que le silence finit par peser. » Elle réfléchit. Puis. Xylo est un monde de 2 lunes et d'un soleil rouge. La nuit y dure 18 heures standard, et les ciels sont d'un violet profond pendant le crépuscule. La capitale, Xara, est construite en altitude des tours qui s'élèvent dans les nuages d'ozone, reliés par des ponts de cristal. Quand le vent souffle depuis les plaines de l'Est, on peut entendre les tours chanter. Elle dit ça simplement, comme un fait. Mais quelque chose dans sa voix trahissait autre chose. « Vous aimez cet endroit, dit-il. C'est mon monde. C'est différent. » Elle le regarda. « Oui, dit-elle après un moment. Oui, je l'aime. Et c'est précisément pour ça que je ne le laisserai pas devenir le fief d'un conquérant. Même au prix de votre liberté ? La liberté d'une personne contre la liberté d'un empire. Le calcul n'est pas complexe. Il l'est pour la personne en question. » Silence. Elle regardait par le hublot les étoiles immobiles d'Ailey. Sa main sur la table, les doigts longs, l'anneau de commandement xylosien en or noir était parfaitement immobile. « Et vous, dit-elle finalement. Pourquoi ce métier ? Un homme avec vos capacités de pilotage pourrait prétendre à l'Académie stellaire, aux flottes commerciales, à n'importe quelle position légitime. La légitimité est surchargée de superviseurs. C'est une réponse d'adolescent. J'avais 19 ans quand j'ai acheté le Nebula Rogue à un vieux contrebandier qui mourait d'un cancer de radiation et ne voulait pas que son vaisseau finisse à la casse. Je lui ai donné tout ce que j'avais, soit presque rien, et une promesse de remboursement. Il m'a dit que la promesse comptait plus. Il dit ça sans pathos, comme il rapportait un fait de navigation. Il a eu raison de vous faire confiance ? Je l'espère. Il est mort 3 jours après. Je n'ai jamais pu le rembourser. Elle le regarda avec cette intensité ambrée qui creusait, qui cherchait. C'est pour ça que vous faites ce métier, dit-elle. Pas pour fuir les règles. Pour ne rendre de compte à personne d'autre qu'à vous-même. Vous êtes perceptive. C'est mon travail. Leurs yeux se tinrent un moment de trop. Jax fut le premier à détourner le regard, une concession rare dont il prit note pour l'analyser plus tard, dans la solitude rassurante du cockpit. Chapitre 6 Combustion. 3 cycles après Ailey, il naviguait dans la dérive de Cassian, un couloir de nébuleuses denses et de champs d'astéroïdes qui rendait la navigation périlleuse mais les croiseurs aveugles. Une trêve spatiale involontaire. Jax pilotait en mode manuel, ce qui n'était jamais strictement nécessaire dans la dérive, mais qu'il faisait pour le plaisir physique de la chose, la mécanique des ajustements continus, le dialogue entre ses mains et le vaisseau. Vora était dans le siège copilote, à présent sans y être invitée, calculant des corrections de trajectoire sur sa tablette avec la même précision silencieuse qu'elle apportait à tout. « Virez à 3 degrés tribord, dit-elle. Astéroïde de classe C à 40 000 km, camouflé dans la nébuleuse. » Il vira sans questionner. C'était devenu naturel en 3 cycles, cette façon dont leurs compétences se complétaient sans même qu'ils en aient décidé. Elle anticipait les obstacles à la navigation, il improvisait les sorties de crise. Elle maintenait le cap, il inventait les chemins. « Vous auriez fait un bon copilote, dit-il. J'aurais fait un meilleur commandant. » Sans doute. Le compliment la surprit, elle attendait visiblement la répartie. Mais le copilote apprend les choses que le commandant ne voit pas, ajouta-t-il. Vu d'en bas, tout est différent. Elle posa sa tablette. Qu'est-ce que vous voyez, vu d'en bas, Calloway ? C'était une question dangereuse. Il le sut immédiatement.
Il répondit quand même. Quelqu'un qui porte son empire sur les épaules depuis probablement aussi longtemps qu'elle sait marcher. Quelqu'un à qui on n'a jamais donné le droit d'avoir peur. Il garda les yeux sur les instruments. Et quelqu'un qui a peur quand même, et qui le cache avec une précision admirable. Long silence. Vous dépassez votre cadre professionnel, dit-elle finalement. Probablement. Mais elle ne se leva pas. C'est dans cette même nuit de navigation, le vaisseau bercé par les courants de la nébuleuse, la lumière des étoiles filtrant à travers le gaz coloré en une palette qui allait du bleu-vert au rose profond, qu'il se leva pour aller chercher du café et trouva Vora debout devant le hublot principal, les bras croisés, dans une pose qui aurait pu être de la vigilance mais n'en était pas. Il fit du café en silence. Il lui en apporta une tasse. Elle la prit sans tourner la tête. La nébuleuse ressemble au ciel de Xylo, dit-elle doucement. La même couleur? Presque. Il y a plus de rose à Xylo. Et l'air a une odeur, quelque chose entre la pluie et l'ozone chaud. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Le parfum d'un monde. Oui. Elle tourna légèrement la tête vers lui, sans le regarder directement. Je n'ai pas dormi depuis l'escale d'Aélie. Je sais. J'entends vos pas dans le couloir la nuit. Je pensais que vous dormiez. Je dors peu. Ce fut une information partagée simplement, sans conséquence apparente. Mais quelque chose se déplaça dans l'espace entre eux, un ajustement de l'atmosphère, une variation de gravité, aussi réelle et aussi physique que les forces qu'il calculait chaque jour aux commandes. Sa main, posée sur le rebord du hublot, était à quelques centimètres de la sienne. Elle ne bougea pas. Il ne bougea pas. Ils restèrent ainsi, à boire leur café en regardant la nébuleuse, pendant un temps qu'aucun des deux ne mesura, parce que mesurer aurait signifié nommer, et nommer aurait brisé quelque chose de trop fragile et de trop précieux. Ce fut elle qui parla en premier. Jax. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Il se tourna vers elle. Elle lui faisait face à présent, les yeux ambre levés vers lui avec une franchise désarmante. Les filaments dorés de sa peau avaient cette pulsation légère qu'il avait appris à reconnaître, plus rapide quand elle était en alerte, plus lente et plus chaude, comme maintenant, dans quelque chose qui ressemblait à une émotion qu'il n'aurait pas su nommer précisément mais qu'il reconnaissait dans ses propres artères. Si tu me dis que c'est compliqué, dit-elle, je te jure que je te brise le nez. Il rit. Vraiment un rire surpris, sincère, qui transforma son visage d'une façon qu'elle regarda avec une curiosité presque scientifique. C'est compliqué, dit-il. Puis, avant qu'elle puisse bouger, mais j'ai une longue expérience des situations compliquées. Il effleura sa joue du revers de la main. Ce n'était pas un geste de pilote, ni d'homme habitué aux certitudes. C'était un geste lent, presque hésitant, le revers de ses doigts qui suivait la ligne de sa pommette avec la précaution de quelqu'un qui touche quelque chose d'irremplaçable pour la première fois. Un geste qui posait une question sans mots, et lui laissait tout l'espace du vaisseau pour refuser. Elle ne refusa pas. Sa luminescence répondit au contact avant même qu'elle bouge, les filaments sous sa peau s'illuminèrent légèrement là où ses doigts l'avaient effleuré, une traînée de lumière douce comme une constellation tracée à même la chair. Comme si son corps reconnaissait quelque chose que son esprit n'avait pas encore nommé. Sa main se referma sur la sienne, pas pour l'arrêter, mais pour le retenir, ses doigts entrelacés aux siens avec une pression à la fois légère et absolue. Elle leva les yeux vers lui. Dans la lumière des étoiles distordues par la nébuleuse, ses iris sombres avaient cette profondeur liquide des choses nées d'une lumière ancienne, chaud, doré et immense, comme regarder dans l'œil d'un soleil assez lointain pour ne pas brûler, mais assez proche pour consumer. Il y vit quelque chose qu'elle n'avait montré à personne dans ce vaisseau, l'absence du masque. Pas la princesse, pas la guerrière, pas l'héritière d'un empire. Juste elle avec toute la gravité que ça impliquait. Quand ses lèvres violet sombres trouvèrent les siennes, ce fut avec la précision de quelqu'un qui a décidé, et qui n'a pas l'habitude des demi-mesures. Le premier contact fut doux, presque une question répondue par une autre question. Puis quelque chose céda entre eux, doucement, comme une porte longtemps maintenue fermée qui s'ouvre non pas sous la force mais sous le poids accumulé de tout ce qui voulait passer.
Le baiser s'approfondit avec la lenteur délibérée de deux personnes qui ont appris à se méfier de ce qu'elles désirent, et qui choisissent malgré tout de ne plus se méfier, juste cette nuit, juste ici, dans la lumière rose et bleue de la nébuleuse. Il avait le goût de l'urgence et du retard. De quelque chose trop longtemps comprimé qui se déploie enfin et prend toute la place. Ses mains trouvèrent ses cheveux blancs plus doux que tout ce qu'il avait imaginé, et il s'en voulut brièvement d'avoir imaginé. Ses doigts s'y perdirent avec une lenteur qu'il ne se connaissait pas. Les siennes remontèrent le long de sa mâchoire, effleurèrent sa tempe, glissèrent dans son cou avec une douceur qui contredisait tout ce qu'il savait d'elle et qui, précisément pour ça, lui serrait la gorge. La lumière des étoiles continuait de filtrer autour d'eux, indifférente et magnifique, comme si l'univers avait décidé, pour une fois, de ne pas les poursuivre. Ils eurent cette nuit dans la nébuleuse. Elle commença dans le cockpit et se prolongea dans le couloir étroit du vaisseau, dans ces espaces trop petits pour deux personnes qui gardent leur distance mais parfaitement taillés pour deux personnes qui ont décidé de ne plus en garder. Les mots vinrent d'abord, ces mots du milieu de la nuit qui ne sortent qu'à la faveur de l'obscurité et du sentiment que les règles habituelles sont suspendues. Des confessions arrachées à la garde, prononcées à voix basse comme si les élevés auraient rompu quelque chose de fragile. Elle lui parla de sa première bataille, à 16 ans, sur les plaines de l'Est, et de la façon dont elle avait pleuré après, seule, dans l'armurerie vide, parce que pleurer devant quiconque était interdit à une héritière. Il lui parla du vieux contrebandier qui lui avait vendu le Nebula Rogue contre une promesse, et de cette dette qu'il portait encore, pas comme un fardeau, mais comme un gouvernail, la seule boussole morale qu'il ne s'était jamais accordée. Des rires inattendus surgirent entre deux silences, le genre de rires qui surprennent ceux qui les poussent, parce qu'ils viennent d'un endroit où on ne savait pas qu'on était encore capable d'en trouver. Et puis les mots se tarirent, remplacés par quelque chose de plus direct et de plus honnête que n'importe quelle langue. Il découvrit que la peau luminescente de Vora était plus douce que n'importe quelle soie spatiale et qu'elle était chaude, d'une chaleur qui irradiait de l'intérieur comme une étoile en miniature, légèrement plus intense là où les filaments pulsaient sous ses doigts, comme si son corps répondait au toucher par de la lumière. Il découvrit que sa nuque, sous les cheveux blancs, était un endroit où la guerrière cédait entièrement la place à la femme. Que son rire rare, bref, vrai, ressemblait à quelque chose qu'on n'entend qu'une fois dans certaines vies et qu'on passe le reste du temps à chercher à réentendre. Elle découvrit que les mains de Jax, calleuses, abîmées par des années de commandes manuelles et de réparations d'urgence, savaient être d'une douceur qui n'avait rien à envier aux gants de soie des palais de Xara. Elle découvrit que derrière le masque du cynisme vivait un homme qui regardait les étoiles avec une tendresse secrète et ne s'en rendait pas compte, et que cette tendresse, dans l'obscurité du vaisseau, il la tournait vers elle avec la même intensité tranquille, comme si elle était naturellement la chose la plus précieuse qu'il ait jamais eu à naviguer. La nébuleuse les enveloppa toute la nuit de ses lumières roses et bleues, et pour quelques heures, l'Armada, l'Empire, le mariage forcé et les 50 000 crédits n'existèrent plus nulle part dans l'univers connu. Il n'existait que ça, deux personnes qui avaient choisi, dans l'espace entre les étoiles, de ne plus être seules. Au matin, le matin du vaisseau, arbitraire et constant, ils retrouvèrent le cockpit avec la conscience que quelque chose d'irréversible s'était produit et que la galaxie n'en savait rien encore. Chapitre 7 L'ultimatum. Ils apprirent ce qui les attendait 12 heures avant d'atteindre Vega 9. Le message intercepté venait de l'amiral Dreve, commandant de l'armada xylosienne, transmis sur la fréquence diplomatique ouverte, une façon de s'assurer que tout le monde l'entende. À quiconque détient ou abrite l'héritière Vorak Saliri, l'Empire Xylo déclare l'état d'urgence dynastique. Tout vaisseau ayant eu contact avec le sujet sera considéré comme complice d'atteinte à la souveraineté impériale. La peine est le grand exil, l'abandon vivant dans l'horizon des événements du trou noir de Crux. La cérémonie du mariage impérial aura lieu dans 48 heures standard. L'héritière doit se présenter dans les 36 heures où l'Empire considérera son absence comme un acte de trahison envers Xylo et déclarera un état de guerre avec tous les territoires neutres. Jax lut le message 2 fois. Puis il le laissa actif sur l'écran et rejoignit Vora dans la salle des machines, où elle ajustait les paramètres du système de navigation pour l'approche finale. Elle avait déjà vu le message. Il le vit à la façon dont ses épaules portaient quelque chose de plus lourd. Combien d'alliés à Vega 9 demanda-t-il. 1. L'archonte méridien des Républiques libres.
S'il accepte de reconnaître ma souveraineté indépendante de la couronne xylosienne, le mariage devient juridiquement contestable sous le traité des espèces. Et s'il refuse? Alors je rentre et j'épouse Crex. La simplicité avec laquelle elle dit ça sans tremblement, sans dramatisme, fut plus terrible que n'importe quelle lamentation. Non, dit Jax. Elle leva les yeux. Non. Il y a d'autres options. Lesquelles, Calloway? Dit-elle avec une douceur dangereuse. C'était Jax cette nuit. Pas Calloway. Le rappel le toucha plus qu'il ne l'aurait voulu. Jax, dit-il donc. Il y a d'autres options. On peut aller chercher d'autres soutiens. Les républiques de la ceinture, le Conseil des marchands, les confédérés de Proxima. En 48 heures? Pendant que l'armada encercle chaque système de la bordure extérieure? J'ai navigué dans des espaces plus réduits. Pas avec les lois de la physique contre vous. Il s'approcha d'elle. Elle ne recula pas, elle ne reculait jamais, mais quelque chose dans sa posture changea, une ouverture, une vulnérabilité infinitésimale que lui seul savait maintenant reconnaître. Tu ne peux pas rentrer, dit-il. Je dois. Tu ne peux pas. Mon peuple, Jax. Sa voix était basse, intense, sans brisure mais proche de la limite de quelque chose. Si je ne rentre pas, Crex a le prétexte qu'il cherche. La guerre qu'il veut. Des millions de personnes sous le joug d'un conquérant parce qu'une héritière a choisi sa liberté contre le leur. Dis-moi comment je vis avec ça. Il n'avait pas de réponse. Pas une qui compte. Il fit ce qu'il savait faire quand les mots manquaient, il posa le front contre le sien, et ils restèrent ainsi dans la salle des machines du Nebula Rogue, sans parler, avec le ronronnement des moteurs pour seule musique. Chapitre 8 L'horizon. Vega 9 était une planète d'eau, des océans à perte de vue, des îles flottantes de végétation bioluminescente, et la ville de Méridian qui s'élevait sur des piliers de cristal au-dessus des vagues. L'archonte reçut Vora dans les jardins suspendus, sous un ciel où deux soleils descendaient vers l'horizon comme deux yeux qui se fermaient. Jax attendit sur le vaisseau. C'était la règle, la négociation était diplomatique, et sa présence n'aurait fait que compliquer des calculs politiques déjà délicats. Il attendit en faisant ce qu'il faisait toujours quand il était inquiet, il réparait quelque chose. Il était en train de travailler sur le système de bouclier arrière quand les capteurs déclenchèrent l'alarme. Sept croiseurs impériaux sortirent de l'hyperespace en formation serrée, encerclant Vega 9 à distance de tir orbital. Puis un huitième, le vaisseau amiral, le Conquête de Xylo, 3 fois la taille des autres, armé de canons à plasma de classe Soleil. Sur la fréquence ouverte, la voix de l'amiral Drève. Héritière Vorax Saliri. Votre délai est expiré. Présentez-vous dans les 2 heures où nous commençons les frappes orbitales sur Vega 9. Jax ferma les yeux. Rouvrit les yeux. Regarda ses mains. Puis il alla aux commandes. Vora revint 20 minutes plus tard, et à la façon dont elle monta à bord, les lèvres serrées, les yeux ambre couleur d'ambre en feu, il sut que la réponse de l'archonte avait été non. Ou pas assez vite, ou trop risqué, ce qui revenait au même. Elle vit les croiseurs sur l'écran de surveillance. Je dois leur répondre, dit-elle. Je sais. Je dois rentrer. Je sais. Alors pourquoi tu mets les moteurs en? Parce que j'ai une idée, dit-il. Elle s'arrêta. L'expression de son visage était un mélange de méfiance entraînée et de quelque chose qui espérait malgré elle. Quelle idée? Une mauvaise. Une absolument, objectivement, catastrophiquement mauvaise idée. Il se retourna vers elle, et il y avait dans son visage une résolution qu'elle lui avait vue jusqu'ici uniquement dans les moments de danger immédiat. Les lois de succession de Xylo. Je les ai lues cette nuit. Pourquoi tu aurais? Parce que j'avais peur et que j'avais besoin de quelque chose à faire. Il prit une respiration. Le grand exil s'applique à quiconque s'unit à une espèce inférieure. Mais la définition de l'union dans le code impérial xylosien est spécifique, elle requiert une cérémonie devant témoins de la haute maison. Exact. Ce qui veut dire que notre nuit dans la nébuleuse n'existe pas légalement. Elle le regarda. Et, dit-elle doucement.
Et que si tu rentres maintenant, seul, dans ce vaisseau amiral, Krex t'épouse dans 48 heures et c'est terminé. Je sais. Mais si tu rentres autrement, comme l'héritière qui a conclu une alliance avec les Républiques libres et qui arrive avec un accord signé, une délégation de soutien et un statut de négociatrice internationale, le mariage forcé devient une violation du traité des espèces. Krex ne peut pas se le permettre politiquement. L'Archonte a refusé. L'Archonte de Vega 9. Il activa la carte galactique holographique. Mais les Républiques libres ont cet Archonte. Et j'en connais 2 autres qui me doivent des faveurs considérables. En 48 heures. En 36 si on va vite. Il posa les mains sur les commandes. Je n'ai pas de plan parfait, Vora. Je n'ai jamais de plan parfait. Mais j'ai un vaisseau rapide, 2 contacts qui pourraient être de notre côté, et une raison de prendre le risque. Elle s'approcha. Ses mains sur ses épaules, une pression ferme, le contact de quelqu'un qui mesure le poids de ce qu'on offre. Tu comprends ce que tu risques, dit-elle. Si l'Armada nous intercepte. Ils nous ont déjà interceptés. On a survécu. Cette fois, c'est le vaisseau amiral. Cette fois, j'ai quelqu'un dans mon copilote qui sait calculer une trajectoire sous un croiseur. Elle le regarda longtemps. Les filaments dorés de sa peau pulsaient avec cette cadence chaude qu'il reconnaissait maintenant, quelque chose entre l'émotion et la lumière, entre la biologie et quelque chose qui n'avait pas de nom dans aucune langue qu'il connaissait. Si tu meurs pour moi, dit-elle, je ne te le pardonnerai jamais. Alors faisons en sorte que personne ne meure. Chapitre 9 La manœuvre. Ce qui suivit restera dans les archives navigatoires des Républiques libres sous le titre officiel de l'évasion de Vega 9, et dans les légendes non officielles des astroports de la bordure extérieure sous divers titres moins diplomatiques. Le Nebula Rogue décolla de Vega 9 non pas dans la direction attendue vers l'espace libre, loin de l'Armada, mais directement vers la formation des croiseurs. Ce faisant, il força les vaisseaux de flanc à ajuster leur position pour éviter les tirs fratricides, créant une fenêtre de 2 minutes dans le cordon d'encerclement. Pendant ces 2 minutes, Jax utilisa le champ gravitationnel du géant gazeux de Vega, une anomalie gravitationnelle qu'il avait repérée en entrant dans le système comme tremplin pour un saut hyperspatial d'urgence non calculé. Un saut non calculé dans la proximité d'un champ gravitationnel majeur était, techniquement, une forme de suicide galactique. Il sortit exactement là où Jax avait dit qu'il sortirait, à cette heure de la colonie libre de Cryo 4, où vivait l'Archonte Nessarel, qui devait à Jax Calloway suffisamment de crédit et de silence pour trouver ses faveurs raisonnables à rembourser. Dans le cockpit, alors que les moteurs soufflaient et que les écrans de navigation clignotaient de toutes les couleurs du stress mécanique, Vora resta immobile dans le siège copilote pendant un moment après la sortie du saut. « Tu savais que ça allait marcher, dit-elle. J'espérais que ça allait marcher. C'est différent. Comment peux-tu ne pas savoir et quand même y aller ? Il pensa à la réponse pendant quelques secondes. Parce que parfois l'espoir est plus précis que le calcul. Elle le regarda. Puis elle fit quelque chose qu'il n'avait pas encore vu. Elle posa la tête contre son épaule, brièvement, 1 seconde, 2, le temps d'une respiration profonde. Comme si elle déposait quelque chose de lourd et le reprenait un peu plus légère. Tu n'es pas un contrebandier, dit-elle doucement. Je transporte des marchandises sans déclaration douanière. La définition est assez stricte. Non. Elle se redressa, et ses yeux avaient cette profondeur d'ambre liquide qui lui faisait oublier ses arguments. Tu es quelqu'un qui a choisi de ne pas être ordinaire dans un univers qui rend l'ordinaire confortable. C'est différent. Il ne répondit pas. Mais il garda sa main dans la sienne pendant tout le temps de navigation vers Cryo 4. Épilogue, ce que survivre veut dire. L'Archonte Nessarel était une femme d'âge difficile à évaluer, avec des yeux qui avaient tout vu et un sens de la dette qui était, comme elle le disait elle-même, une vertu fondamentale dans un univers sans loi fixe. Elle signa l'accord de reconnaissance en 2 heures, appela 2 de ses collègues archontes par liaison sécurisée, et au moment où l'armada xylosienne localisait le Nebula Rogue sur Cryo 4, Vora Xaliri était officiellement reconnue comme négociatrice indépendante par 3 républiques libres. Ce qui rendait son mariage forcé avec le général Krex une violation du traité des espèces.
Ce qui rendait toute action militaire de l'armada contre elle une déclaration de guerre aux républiques libres. Ce qui rendait l'amiral Drève et les conseillers de l'empereur mourant qui avaient orchestré tout ça dans une position diplomatiquement intenable. Ça prit encore 10 jours, plusieurs transmissions diplomatiques et au moins une scène de négociation où Vora s'adressa directement au commandement de l'armada avec une froideur et une précision qui fit taire même Jacques, pour que l'affaire soit officiellement suspendue. Pas résolue, la politique ne se résout jamais, elle se suspend et se reprend sous d'autres formes. Mais suspendue suffisamment longtemps pour que Vora puisse rentrer sur Xylo non pas comme une fugitive, mais comme une héritière qui avait démontré qu'elle était capable de manœuvrer seule dans la galaxie. Le grand exil ne les menaçait plus. Pas encore. L'union n'avait toujours pas eu lieu devant témoins de la haute maison, ce qui signifiait que légalement, officiellement, il n'existait rien entre eux que les lois pourraient punir. Ce qui ne voulait rien dire quant à ce qui existait. La dernière nuit avant Xylo, ils se retrouvèrent au cockpit comme c'était devenu leur habitude, lui aux commandes, elle dans le siège copilote, l'espace entrechargé de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui attendait encore. « Tu vas rentrer sur Xylo, dit-il. »« Oui. Et moi je vais reprendre mes routes. »« Probablement. » Il regarda les étoiles. « Et les lois de l'Empire Xylo n'ont aucune juridiction au-delà de la bordure extérieure. »« Techniquement non, dit-elle. Et le Nebula Rogue est immatriculé dans les territoires neutres. »« Je sais. » Alors. Il se tourna vers elle. Elle le regardait déjà. « Alors, répéta-t-elle. » Ce n'était ni une promesse ni une résolution, la politique de l'Empire Xylo était plus compliquée que ça, et Jacques Calloway était trop honnête pour offrir des certitudes qu'il ne pouvait pas tenir. Mais c'était une porte laissée ouverte dans un univers qui aimait les fermer, une fenêtre sur un futur où deux personnes aussi différentes que le chaos et la précision pourraient décider, à chaque saut hyperspatial, de se retrouver à mi-chemin. Elle posa sa main sur la sienne, ce contact qui avait le don de faire taire toutes les fréquences de son cerveau cynique, et ils regardèrent ensemble les étoiles de Xylo apparaître à l'horizon de leurs instruments, deux lunes, un soleil rouge, et les premiers filaments d'un ciel violet profond qu'elle lui avait décrit un soir dans un café d'Aélie, les yeux pleins de quelque chose qui n'était plus la peur mais pas encore la paix. « Il y a plus de roses que prévu, dit-il doucement, en regardant les données atmosphériques à l'écran. Les crépuscules varient selon la saison, dit-elle. Là c'est l'été. Et en été, à quoi ressemble Xylo ? Elle leva les yeux vers lui, et dans la lumière rouge et dorée de leur approche finale, ses filaments pulsaient avec cette chaleur particulière, cette cadence lente et lumineuse qu'il avait appris à reconnaître comme quelque chose qu'elle ne donnait pas sans raison. En été, dit Vorak Saliri, première héritière de l'Empire Xylo, gardienne du sceau des étoiles, en été, les tours de Xara chantent plus fort. Et si tu écoutes bien, depuis les plaines de l'Est, tu peux entendre les deux lunes se répondre. Jacques Calloway, pilote hors pair, contrebandier à la morale flexible, propriétaire d'une épave volante qu'il aimait plus que tout au monde, écouta le son de sa voix décrire son monde, et décida qu'il avait très envie de l'entendre encore. « Je reviendrai, dit-il. Avec ou sans contrat. »« Je sais, dit-elle. » Et dans sa façon de le dire, avec la certitude calme de quelqu'un qui ne dit que ce qu'elle sait, il entendit ce qu'elle ne disait pas encore, « Je t'attendrai. » Le Nebula Rogue descendit vers Xylo dans la lumière de l'été, entre deux lunes, sous un ciel où le violet cédait au rose, et l'horizon des événements, celui qui séparait le passé du futur, la peur du courage, la solitude du risque de n'être plus seul, disparut dans la lumière de l'atterrissage comme disparaissent toutes les frontières que l'on choisit de traverser. Fin de l'histoire. Et voilà. L'horizon des événements, cette frontière invisible au-delà de laquelle rien ne revient jamais comme avant, ils l'ont traversée ensemble. Certaines frontières ne se franchissent qu'une fois. D'autres, ont choisi de les traverser encore et encore, parce que ce qu'il y a de l'autre côté en vaut le risque. Si cette histoire vous a embarqué quelque part, si vous avez tenu compagnie à Jacques dans ces nuits de navigation ou retenu votre souffle avec Vora dans le cockpit, alors vous savez déjà ce que je vais vous demander. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer ni la suite de leurs aventures, ni les prochains récits qui vous attendent dans le noir entre les étoiles. Laissez un commentaire, dites-moi, vous êtes plutôt Jacques ou plutôt Vora ? Chaos calculé ou précision absolue ? Partagez cet épisode à quelqu'un qui a besoin d'une bonne histoire ce soir.
Le genre d'histoire qui se glisse dans la tête et qui reste là, longtemps après que les lumières sont éteintes. Le prochain saut hyperspatial part bientôt. Soyez là.